Fabien, vous terminez ce tournoi deuxième. Question simple pour vous, est-ce que c'est un tournoi réussi ou pas? Ah là là, c'est essayer d'être le. On peut saluer la présence de notre président et de son directeur général parmi nous. Vous pouvez venir. Ouais, et du DTN, voilà. Ils sont tous là. Voilà. Bienvenue. Donc, un tournoi. La question. Est-ce qu'on peut recommencer? D'accord. Bah, peut-être il faut raconter le tournoi pour voir s'il a été réussi, comment on peut le percevoir, quels sont les intérêts d'avoir vécu ce tournoi-là et de faire un débrief de ce tournoi. Donc peut-être en synthèse de notre conférence de presse, on aura peut-être une réponse, mais c'est peut-être le sujet aussi de notre conférence de presse, c'est partager ensemble toutes les questions qu'on a sur ce tournoi, essayer de voir et de vous donner des clés pour mieux comprendre ce qui s'est passé et pour essayer de mieux répondre à vos questions. Donc je pense que c'est une question qui sera traitée en dernier, peut-être en synthèse de toutes les questions que vous allez nous poser, si vous êtes d'accord. Bonjour messieurs, Fanny Lechevestrier, Radio France. Vous nous aviez dit lors de la dernière conférence de presse d'avant-match que notre question était trop tôt sur si vous aviez des regrets sur le fait d'avoir pas aligné les jeunes ou mixé l'équipe plus tôt. Vous nous avez répondu, il y a deux écoles, je vous répondrai plus tard. Oui, c'est vrai parce qu'on était concentré sur le France-Angleterre et il fallait vraiment se concentrer sur ce match-là. On n'avait pas les moyens de déjà parler d'un bilan alors qu'on était en train d'annoncer une composition d'équipe et se projeter sur ce match qui était pour nous le sommet de cette compétition et qui était clé pour, euh, pour clôturer ce tournoi. Donc effectivement, c'est peut-être une très bonne question qui permet d'ouvrir en fait, d'ouvrir le début de ce tournoi. Nous avons, avant ce tournoi, nous avons vécu un dernier match ensemble qui était le 14 octobre 2023, qui était le quart de finale de Coupe du Monde perdu par cette équipe d'un point face à l'Afrique du Sud. Il s'est passé donc plusieurs mois avant de reconvoquer les joueurs et d'aligner une nouvelle équipe de France. Mais nous, à l'échelle temps de l'équipe de France, il est contenu. Vous voyez, il est contenu. C'est-à-dire qu'après chaque match, on a l'impression de se retrouver le lendemain de la dislocation. C'est-à-dire, lorsqu'on a retrouvé nos joueurs, on s'est retrouvé le lendemain de France-Afrique du Sud. Et l'histoire s'écrit en continu pour l'équipe de France, alors qu'il s'est passé quand même 3 mois. 3 mois durant lesquels nous n'avons pas vu les joueurs. Nous avons échangé avec eux, nous n'avons pas vu les joueurs. Nous, le staff, ce que nous avons fait pendant ces 3 mois, avec Jean-Marc notamment, nous avons reconstitué un nouveau premier cercle sur lequel nous avons travaillé sur, à nouveau, le sens, le passé, le présent et le futur. Et nous avons passé beaucoup de temps à co-construire cette vision collective. Nous avons travaillé quasiment une partie du mois de décembre, puis début janvier. Nous avons pris du temps pour continuer à accepter, dépasser et s'engager sur une nouvelle histoire. Mais je dis bien, nous, le staff, le premier cercle. Pendant ce temps, nous n'avons pas vu les joueurs qui ont enchaîné 14 week-ends consécutifs, soit en championnat, soit en Coupe d'Europe. En tout cas, ils étaient dans les clubs et à disposition des clubs. Donc c'est vrai que nous, lorsque nous sommes arrivés sur cette compétition, le staff, l'expression que j'utilisais, c'est que nous avions retrouvé la pleine puissance. C'est-à-dire que nous étions à la fois très clairement alignés, nous avions fait le travail nécessaire pour basculer sur la suite de la flèche du temps et notamment sur ce tournoi destination. Lorsque nous avons accueilli les joueurs le dimanche soir et le lundi, on avait préparé 2 jours pour, entre guillemets, essayer de voir où les joueurs en étaient. La première des choses qu'on a pu constater, c'est que lorsqu'on a projeté les images, on a travaillé sur notre dernier match, c'était France-Afrique du Sud, et le futur match France-Irlande. Lorsqu'on a projeté les images pour travailler de manière rationnelle sur le contenu, sur le rugby, eh bien, je vais citer Thomas Ramos, 6 semaines plus tard, lorsqu'on travaillait sur la préparation du match au Pays de Galles, il me dit, mais quand on a vu les images, ça nous a fait mal.
6 semaines plus tard. Donc en fait, les joueurs n'avaient pas fait ce travail. Les joueurs étaient partis en club directement, ils n'avaient pas fait ce travail, on va dire, d'acceptation, de dépassement, de digestion, en tout cas le travail nécessaire pour basculer à nouveau avec la pleine puissance, comme nous on avait pu le faire. Le deuxième point qu'on a pu remarquer lorsqu'ils sont arrivés, c'est qu'on a une étude ici qui s'appelle le DEXA, on a des outils ici qui nous permettent de travailler sur la masse corporelle, la masse grasse et la masse maigre. Et les joueurs comme nous ont été frappés par le résultat. C'est-à-dire qu'entre la Coupe du Monde et ce rendez-vous-là, les joueurs avaient perdu de la masse maigre et avaient pris de la masse grasse. Ce qui est en fait le schéma, et c'est pas qu'ils ne se sont pas entraînés, puisqu'ils ont joué quasiment tout le temps. C'est qu'en fait, entre l'équilibre régénération, repréparation et jeu, eh bien, il leur avait manqué toute une partie nécessaire pour pouvoir se recentrer sur eux-mêmes, avant de se recentrer sur des échéances différentes. Donc en fait, petit à petit, on s'est rendu compte que le travail qu'on a fait, nous, staff, eh bien, il n'avait pas été fait totalement ou avec parcimonie pour les joueurs. Ensuite, sur la composition d'équipe, puisque c'est la question aussi qui se pose, c'est pourquoi avoir reconduit, entre guillemets, moins les absents pour blessure. On peut citer que le week-end précédent, le rassemblement, on avait une seconde ligne qui était Thibaut Flamand, mais à fou, elle fait forfait. On a Anthony Gelonge qui fait forfait. On a donc notre capitaine qui était Antoine Dupont, qui est avec l'équipe de France de rugby à 7, ce qui était prévu depuis 2 ans. On a Romain Tamac qui est toujours blessé. On a Jean-Baptiste Gros qui fait forfait. On a Sipili Falatea qui fait forfait. La veille du match face à l'Irlande, on a Romain Taofifenois qui fait forfait. On a ensuite Possolo Tulagi qu'on intègre la veille qui apprend les touches le matin du match dans le salon. On a ensuite un autre seconde ligne, donc le côté seconde ligne droit, Paul Villemc, qui sort au bout de 20 minutes. Et on va jouer à 14. Donc ce sont des éléments factuels qu'on a dû affronter. Et pour revenir à la composition d'équipe de départ, avec tous ces forfaits et toutes ces absences, comment expliquer à des joueurs qui font un match exceptionnel face à l'Afrique du Sud, qu'on perd pour des raisons qui sont à la fois rugbystiques, mais qui sont aussi des décisions arbitrales. On en a parlé à Shape of the Game avec l'arbitre Ben O'Keefe, qui m'a confié des choses, des décisions qui ont été prises dans le cadre du jeu, mais qui n'ont pas toujours été à notre faveur, voire parfois à notre défaveur. Comment expliquer à ces joueurs-là, qui ont vécu ce match-là, qu'ils ont perdu leur place? On en a parlé entre nous, hein, qu'ils ont perdu leur place et qu'ils ne sont pas en capacité de reporter le maillot, alors qu'ils ont fait peut-être de ce mandat précédent un des plus grands matchs que l'équipe de France ait pu sortir durant ces 4 ans. Sanctionné par une défaite d'un point sur des décisions qui sont à challenger, à remettre en question, mais qui ne leur appartiennent pas. Comment leur expliquer? Donc notre choix, il a été simple, c'est que aucun des joueurs disponibles, non blessés, non suspendus, en état de jouer, ne pouvait être sanctionné par une sortie du groupe ou de l'équipe. Même si on pouvait percevoir des signaux faibles, c'est-à-dire on sentait bien que l'enchaînement sans coupure, sans régénération, durant les 14 semaines, pesait sur les organismes. Donc on a pris le parti, lorsqu'on a fait notre sélection, lorsqu'on a rassemblé les 34, de reconstruire la même équipe avec les absents liés à des blessures ou des suspensions pour le match face à l'Irlande. Voilà notre décision. Ensuite, si on parle du match face à l'Irlande, un match que vous jouez à 14 face au niveau international, il est détruit. Ça, c'est pas mon expression, c'est l'expression de World Rugby et Shape of the Game. Il est question aujourd'hui de revenir à un carton rouge de 20 minutes. Mais dans ce tournoi, il y a deux matchs à 14 qui sont détruits. Qu'on a vécu et qu'on assume, mais qui sont détruits. Donc ça concerne donc votre question sur le premier match.
Pierre Robin pour Canal+. Il y a plusieurs joueurs qui vont arriver à 37 ans pour la prochaine Coupe du Monde. Comment vous jugez leur possibilité de jouer le mondial? Il y a pas mal de joueurs qui vont être trentenaires. Comment vous jugez cela et leur avancée dans l'âge pour la prochaine échéance en 2027? Ce serait dommage que l'âge soit un critère éliminatoire. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs qui ont 31, 32, bientôt 33, ils portent avec eux 50 sélections, 60 sélections. Ils portent avec eux, avec nous, là il y a 50 test matchs. Il y en a un qui n'apparaît pas ici, mais je peux le citer, c'est Barbarian, Britannique, Angleterre. C'est la France qui portait le maillot des Barbarians. Là, il y a 50 test matchs, exactement. Comment expliquer que ces joueurs qui ont vécu toute cette expérience doivent sortir parce qu'ils vont être, entre guillemets, épuisés et on ne pourra pas bénéficier de leur savoir-faire et de leur talent. Notre ambition, et je l'ai dit avant la compétition, c'est d'amener quasiment la totalité de cet effectif en capacité, je dis bien en capacité, de jouer la Coupe du Monde. Mais cela, ça ne nous appartient pas totalement. Là, il y a un travail à faire de fond avec eux, qui sont les acteurs principaux, s'ils le veulent bien, et je crois qu'ils le veulent. Un travail de confiance avec nous, un travail à faire avec eux et leur club, s'ils le veulent bien, pour gérer leur potentiel et pour faire en sorte qu'ils puissent être en capacité d'être sélectionnés pour la Coupe du Monde. 3 ans. C'est en 3 ans. La liste pour la Coupe du Monde en Australie, elle sera annoncée, si on laisse dérouler les mois qui arrivent là, dans 3 ans à peu près, au mois de juin 2027. Nous pensons, les joueurs pensent aujourd'hui qu'ils sont en capacité de tenir le challenge. Je dis bien en capacité de tenir le challenge. Ça nous permet d'avoir tout ce potentiel et de l'exploiter. Pour avoir étudié on y viendra plus tard, mais les expériences passées, je pense que c'est possible. Les Néo-Zélandais, qui étaient en finale face aux Sud-Africains, moyenne d'âge des Sud-Africains 31 ans, 66 sélections, moyenne d'âge des Néo-Zélandais 30 ans, 60 sélections. Pourquoi on serait la seule nation qui ne puisse pas monter une moyenne autour de 60 sélections, voire 55 sélections? Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Toutes les sélections que l'on affronte, vous voyez des gars qui sont centurions. Vous avez des gars qui ont 90 sélections, 80 sélections. Et pourquoi? Nous, le leader, on va dire, Maximo de cette équipe, c'est Gaël Ficou, il a 28 ans. Il a 80 sélections, c'est le seul. Pourquoi on ne serait pas en capacité d'amener ces joueurs à porter le maillot de l'équipe de France ou être en capacité de le porter en Australie? Ils portent en eux un tel potentiel, une telle expérience, un tel vécu collectif que ce serait dommage de les perdre. Et en tout cas, notre souhait, c'est de tout faire et de construire avec eux un chemin, une organisation qui puisse nous permettre de les sélectionner, qui puisse leur permettre d'être en capacité d'être sélectionnés. Nous avons un travail à faire avec la Ligue, que nous avons déjà commencé avec Jean-Marc, où nous allons tout faire pendant 3 ans pour essayer de trouver le chemin qui nous permette de conserver ces potentiels, ces joueurs, entre guillemets, qu'on montre du doigt parce qu'ils sont trentenaires. Mais dans toutes les autres nations, on les encense, les trentenaires. Nous, on les montre du doigt et on dit trop vieux. Non. Moi, je dis, il faut les aider à mieux récupérer, à mieux se régénérer, à mieux se préparer et donc à mieux jouer pour avoir une durée de vie au niveau international. Je parle, la durée de vie au niveau international, ce n'est pas la durée de vie en club, c'est autre chose. Donc pour qu'ils aient une durée de vie qui puisse les amener à potentiellement être sélectionnables en 2027. Avec le chemin qu'on a choisi aussi, qui est très clair, c'est que là, on va partir en tournée avec des jeunes joueurs. Donc la tournée qui arrive là, Bilbao, sélection mondiale, Argentine à Mendoza, premier test match, deuxième test match à Buenos Aires, et au milieu, un match à Montevideo face à l'Uruguay, 4 matchs pour développer nos meilleurs potentiels. En même temps, on va essayer de développer des potentiels qui ont commencé à émerger pendant le tournoi, et on va continuer à développer ces potentiels-là. Ce qui nous permettra d'avoir une population, entre guillemets, sélectionnable ou qui sera en capacité de sortir le meilleur du rugby français pour la Coupe du Monde 2027. Mais ça serait dommage, en tout cas me concernant,
je ne conçois pas de perdre ces joueurs-là, ces potentiels-là. Quand vous parlez des trentenaires, je vais les citer, hein, Seri Baye, Julien Marchand, Peato Mouvaka, Winnie Antonio. On peut parler de Romain Tao, presque de Thibaut Flamand, de Anthony Gelonge, de Charles Olivon, de Greg Aldrit, de François Cross, de Gaël Ficou, de Joe Danti, de Damien Penaud. Ce sont des joueurs qui doivent être en capacité de matcher dans 3 ans. Mais attention, de matcher avec toute leur puissance. Pas arriver, entre guillemets, dans un état qui ne leur permettra pas, malgré leur meilleure volonté, d'être la meilleure nation au monde. Ou de devenir la meilleure nation du monde en 2027. D'autant plus, juste pour rebondir sur ce que dit Fabien, qu'on a des compétitions qui vont évoluer d'ici la Coupe du Monde, avec l'arrivée de la Coupe des Nations, la Nations Cup, qui va venir remplir les fenêtres de tournée, juillet-novembre, avec des matchs, alors pas plus de matchs, hein, mais des matchs qui sont encore plus intenses. Donc aujourd'hui, voilà, il faut la notion de régénération, comme le disait Fabien, elle est fondamentale. Et les discussions qu'on va avoir avec les clubs, avec la Ligue, avec les joueurs, pour essayer d'amener un maximum de cette population vers la Coupe du Monde, elle va être fondamentale. Mais voilà, l'idée, c'est bien d'essayer d'avoir un réservoir le plus large possible avec ces joueurs-là d'expérience et effectivement tous ces nouveaux qui pointent leur nez avec un énorme potentiel et qui relèvent le challenge. Donc voilà, le chemin, il va être passionnant. Moi, je peux affirmer que aujourd'hui, après 5 ans de pratique, je pense qu'on a le potentiel, on a les joueurs, on a les talents pour rivaliser avec les meilleurs et on le fait depuis 5 ans. Maintenant, pour gagner, il faut l'entretenir, ce potentiel. Il faut l'entretenir. Et l'enjeu pour nous, pour les joueurs que j'ai cités, j'en ai peut-être oublié quelques-uns parce que j'ai cité ça de mémoire, mais une grosse vingtaine de joueurs qui doivent aussi décider avec nous et avec leur club qu'ils doivent être en capacité de challenger, d'être des challengers forts en puissance pour 2027, pour dans 3 ans. Oui, bonjour Fabien, Jean-Gabriel Montingue du Parisien. Je rebondis sur ce que tu as dit, parce que le début de ce tournoi, c'est en fait la fin de la Coupe du Monde, le quart de finale. Et tu as dit que tu as eu un échange avec Ben O'Keefe, on ne savait pas, et que ce match a basculé sur des décisions arbitrales. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus sur... Je suis très à l'aise parce qu'on peut discuter à froid, de manière rationnelle. Nous, vous savez, quand on prépare les matchs, on envoie des clips pour savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Ça, c'est en amont. Puis après le match, on envoie des clips pour savoir ce qui est possible, qu'est-ce qu'ils pensent de cette décision, Et la décision fait partie du match. D'accord ? La décision fait partie du match et on l'accepte. Vous ne m'entendrez jamais à chaud remettre en question une décision. Par contre, on peut discuter après, à froid, de manière rationnelle, de ces choses-là, comme d'une action réussie ou d'une action ratée. C'est la même chose, on est tous des acteurs. Lorsque je suis parti à Shape of the Game, Jean-Marc était présent aussi, j'ai eu l'occasion de travailler dans la partie haute performance, sur les règles et sur l'arbitrage. Et donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec le corps arbitral, mais pas que, parce que les décisions elles se prennent pour partie avec le corps arbitral, pour partie avec les sélectionneurs et pour partie avec les joueurs. Voici les acteurs essentiels des tendances qui vont impacter l'arbitrage. Et il y a eu une des discussions sur le comportement des sélectionneurs. Moi, j'ai pris la main et j'ai dit, mais je crois que nous avons un rôle majeur d'éducateur. Et après un match, on ne peut pas remettre en question une décision arbitrale comme quoi c'est un fait du match qui va impacter le résultat du match. On doit se comporter comme le rugby nous a appris, c'est-à-dire avec respect. Il y a d'autres vertus dans le rugby, mais la notion de respect, elle est fondamentale. Donc, j'ai dit, je ne comprends pas d'autres sélectionneurs qui, eux, se permettent de remettre en question des décisions, de tweeter, de crier au scandale. Pour moi, ça, c'est banni, c'est interdit. Par contre, lorsqu'on se retrouve 4 mois plus tard, 5 mois plus tard à discuter
techniquement de l'arbitrage, des décisions, de position, de placement, on peut parler de ce qui a été bien fait et moins bien fait. Et quand je parle de ce quart de finale, et quand je parle de la performance de mes joueurs, oui, je dis que mes joueurs ont été, entre guillemets impactés très fortement, ou le résultat du match a été impacté très fortement par des décisions qui ont été prises et qui sont discutables de manière rationnelle, très discutables. Et on en discute en travaillant de manière rationnelle et sage pour faire évoluer et pour améliorer la lecture de notre sport et la compréhension de notre sport. Le but de World Rugby, c'est de développer le rugby mondial. Donc nous, on œuvre dans ce monde-là. Donc nous, on essaie de développer le rugby en France. Donc on essaie d'être des éducateurs et des sages qui pensent, si on peut. Ça reste un jeu. Et donc, on a discuté de certaines décisions. Tout le monde était d'accord. Tout le monde était d'accord que les décisions n'étaient pas les bonnes. Comme on peut sur un terrain ne pas prendre les bonnes décisions. Tout le monde était d'accord. Et j'ai discuté avec Ben O'Keefe en tête à tête, de manière très fair play. Et lui-même m'a dit que, eh bien, il m'a dit sa vision de sa performance. Il n'était pas satisfait de sa performance. Il n'était pas du tout satisfait de sa performance. Donc, on revient à la question de départ, c'est-à-dire que comment ne pas resélectionner les joueurs qui ont performé pendant ce match, qui ont subi des décisions qui n'étaient pas les bonnes. J'ai bien répondu à votre question. Sur quelle action précise il n'était pas satisfait? Je peux aller sur une décision. Mais une décision, il y en a beaucoup de décisions dans ce match qui ne sont pas justes pour nous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, la même décision, c'est-à-dire, c'est pas tout à fait la même, mais pour moi, c'est un peu la même dans l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un ballon qui est gratté avec les coudes et les mains au sol par Corgan Smith, qui va donner une pénalité contre la France et les 3 points transformés à peu près à 55 mètres, 53 mètres par leur buteur. 3 points, on perd 1 point. Une des dernières actions du match, il y a un plaquage sans les épaules, donc qui avait été vu aussi en échange en amont sans les bras, pardon, avec les arbitres de champ, en disant on a remarqué que sur leur course, ils appellent ça des shooters, ils viennent mettre beaucoup de pression, et donc ils plaquent sans les bras, parce que ça leur permet de ne pas être dans le plaquage, de faire chuter violemment le porteur de balle et gratter le ballon. Donc chaque fois, chaque équipe développe des compétences ponctuelles. Donc ça a été validé. Eh bien, cette action-là, elle est signalée par le TMO. Par le TMO. Il se passe à peu près 3 secondes, l'action se déroule, notre position est toujours la même, on rentre ensuite dans les 22 mètres, il y a encore une position d'hors-jeu, donc il lève le bras à nouveau sur une position d'hors-jeu, puis une 3e position de faute, donc 3 fautes consécutives, et il revient à la première faute qui est signalée par le TMO pour un plaquage sans les bras. La même pénalité à peu près, au même endroit, 3 points pour nous, victoire face à l'Angleterre. Sans les bras. Mais tout ça, tout ça c'est le travail de collaboration et de compréhension et d'une équipe d'arbitrage. L'arbitrage, c'est une équipe. On nous parle, par exemple, je parle encore de l'arbitrage, mais on nous parle on a eu de la chance de faire match nul contre l'Italie. Oui, si vous voulez, mais sur la même action. Sur la même action. Partagé aussi avec World Rugby, et il y a un plaquage tête à tête contre Romain Taofifénois, à peu près 2 temps de jeu avant. Au 50 mètres, très visible, les 2 joueurs restent au sol, tête à tête, envoyé à World Rugby. Il n'y a rien à dire, il y a pénalité, carton jaune, bunker. Mais le même TMO qui a sifflé la faute pour Joe Danty à la mi-temps ne constate pas cette erreur-là. Donc ça veut dire qu'on ne doit jamais arriver à subir une pénalité qui va être, entre guillemets, qui va mettre le destin du match là-dessus, puisqu'avant, 3 actions avant, il y a une faute qui n'est pas sifflée. Donc ce qui est intéressant pour nous, à froid, c'est de comprendre la mécanique et le fonctionnement des arbitres, et qu'eux comprennent nos besoins aussi. Donc tout ça, ça a été partagé, je peux en parler tranquillement avec vous, parce que ça a été partagé à Shape of the Game avec la commission de performance et aussi avec l'ensemble des acteurs du rugby mondial.
Mais nous voulons compter. Il faut compter sur nous, sur le travail, sur la régulation, sur le travail des règles, en fait. Et on doit entendre notre perception aussi. Dans ce match-là, face à l'Angleterre, il y a un jeu au pied en deuxième mi-temps qui est dévissé par le demi-mêlée, un jeu au pied de pression qui est quasiment dans la zone. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quasiment dans la zone. Le ballon tombe quasiment à l'endroit où il a été tapé. Ben, il doit y avoir pénalité. Pénalité contre les joueurs qui sont dans la zone et qui ne sont pas sortis. Sauf qu'il y a, en ce moment, à World Rugby, une discussion entre la position de hors-jeu, le repli, qui est mené par le Sud, et qui remet en question, en fait, la radicalisation de la position de hors-jeu des joueurs. Sur le coup, eh bien, Angus Gardner, qui est un Australien, je ne dis pas de bêtises, eh bien, ne siffle pas l'action. Alors que pour nous, il y a faute. Et aujourd'hui, il y a encore faute. Donc on veut compter, on veut participer et on veut jouer à armes égales avec le Sud. Ou avec les nations, on va dire, mères du rugby. Bonjour Fabien, Anthony Talieu pour Actu Rugby. Sur les 3 premiers matchs, tu étais dans la protection des joueurs, dans ta communication et aussi dans les compositions d'équipe, puisque tu as renouvelé massivement les joueurs. Et on a constaté un changement après le 3e match contre l'Italie, dans les compositions et aussi dans ta communication, dans tes commentaires. Quel a été ton cheminement pour passer de ce que certains ont appelé la calinothérapie à d'autres commentaires? Et est-ce que c'est vraiment ce match-là qui a fait basculer ton cheminement? Bon, déjà, il y a le premier match où on vient de vivre une tragédie. On a vécu 3 mois avant une tragédie face à l'Afrique du Sud. Et ça fait partie du jeu, attention. Hein. Le sport, c'est la joie, c'est la défaite. C'est un acte dramatique, en fait. Un match, c'est une tragédie en 2 temps, en 2 actes, en fait. Donc, quand je dis tragédie, ça fait pas à chaque match, il y a une tragédie. Donc on vit une tragédie lors du quart de finale et on vit une nuit tragique lors de l'ouverture. Dans le vestiaire, la première des choses que j'ai voulu partager avec les joueurs, puisque aujourd'hui, bon, c'est comme ça, j'ai 55 ans, donc merci. Ça veut dire que je suis un peu âgé, quoi. Et surtout, j'ai l'âge d'être, entre guillemets, j'ai l'âge que peut avoir leur père, à peu près. Et donc, et puis surtout, l'échantillon de la population qu'on a en équipe de France, elle va entre 21 ans et 33 ans. J'ai joué en équipe de France moi, entre 21 ans et 34 ans et demi. Donc j'arrive toujours quand je parle à un joueur, je me dis, mais qu'est-ce qu'il pense? Et moi, ce que je pensais à mon époque, c'est souvent quand on perdait comme ça, je me disais, c'est la dernière fois que je remets le maillot de l'équipe de France. Il y a toujours ce moment de fragilité où tu te dis, c'est fini pour moi. Et la première des choses que j'ai pas voulu qu'il pense, et je veux pas qu'il pense déjà ça sur le terrain, parce que quand tu commences à penser ça dans le vestiaire, le coup d'après ça va être sur le terrain. Quand tu commences à penser ça, à ressentir ça dans le vestiaire, dans le regard de ton sélectionneur ou de ton staff, le prochain coup, ça sera un quart d'heure avant la fin du match. Et le prochain coup, ça sera en première mi-temps dès que tu vas faire 3 erreurs consécutives. Et ça, c'est pas positif, c'est pas bon pour la performance. Donc ce que je leur ai dit, c'est que il ne s'agissait pas de remettre en question la confiance qu'on avait en eux, parce qu'il y avait ça avant. On a grandi ensemble, on a construit ensemble cette équipe. Et qu'aujourd'hui, on vivait une période difficile, très difficile. On a enchaîné deux matchs, 2 vestiaires très difficiles. Et Greg, qui était le nouveau capitaine, je parle avec Greg, il me dit, dis-leur de ne pas trop penser. Je dis, les gars, ne pensez pas trop. On va vivre ensemble la douleur, on va récupérer demain et rendez-vous lundi pour redémarrer. Et ça a été très douloureux le soir, on l'a vécu ensemble. Le retour à Paris a été très douloureux aussi. Carton rouge, Reda Wardy, fracture du poignet. Enfin, vous savez, c'est l'armée qui a été battue et qui remonte au camp avec beaucoup de joueurs allongés, vous voyez, beaucoup de joueurs éliminés. Ça fait partie ça ressemble à une armée qui a perdu une bataille, vous voyez. Et on se retrouve le dimanche. D'abord, il y a un travail avec le staff et je
Je voudrais saluer le staff parce qu'il a été très bon toute la compétition et je crois que le staff et la solidité du staff, alors que ça bougeait dans tous les sens, a contribué à apporter tous les détails nécessaires et possibles aux joueurs et à la préparation de l'équipe. Et donc la deuxième chose que l'on a partagée, c'est maintenant, on repart au combat, on va en Écosse, Écosse qui est la 5e nation au monde et on sait comment ils vont nous accueillir à Murrayfield. Ils viennent de battre d'un point les Gallois, on les connaît, terrible adversaire. Donc on va se concentrer sur ce qu'on maîtrise. Et ce qu'on maîtrise, c'est notre histoire. Donc en fait, sur notre relation, sur notre unité, sur notre corps. On sentait bien que physiquement et psychologiquement, l'équipe, elle n'était pas à son maximum. Elle n'était pas prête pour affronter ces meilleures nations. Ça a toujours été comme ça dans le tournoi. Hein. Les 2 premières semaines sont toujours très difficiles. La troisième match, c'est une semaine de transition, et après on finit fort en général, le 4e et 5e match. Mais on sentait bien qu'on n'avait pas les armes pour aller rubistiquement dominer un adversaire. Mais on n'avait pas toutes les armes. Mais on avait, moi j'ai basé, vous appelez ça comme vous voulez, c'était le cœur. C'était les hommes et le cœur, et notre histoire. Et notre force collective. Et quand on est parti en Écosse, c'était juste le bonheur de vivre ce moment et cette semaine de préparation très difficile. Où déjà, les critiques, elles étaient là. Hein. Mais les joueurs, ils sont très lucides. Hein. Notamment, je dirais que les joueurs les plus forts, c'est ceux qui sont froids et qui acceptent les critiques. Ceux qui ont encore un progrès à faire, c'est ceux qui tremblent devant la critique. Mais globalement, les joueurs ne tremblaient pas devant la critique. Les joueurs assumaient et assument toujours. Et donc on s'est préparé sur l'unité. Donc c'était pas le moment ni pour les, entre guillemets, j'aime pas, mais c'est comme ça que vous les appelez, les trentenaires, les fatigués, je ne sais plus qui. Pour moi, c'est des cracks. Pour moi, c'est des cracks, les joueurs dont vous parlez. Je vais parler de Galfikou, mais comment il fait? Alors qu'il est clair que Galfikou, aujourd'hui, il enchaîne, mais comment il fait pour aller chercher l'énergie, pour être en capacité de matcher alors qu'il est loin de son maximum, il est loin de son potentiel maximum. Pour moi, les gars dont vous parlez, c'est des cracks. Et donc, on s'est resserré. Ils se sont resserrés avec bonheur, avec joie, on s'est préparé. Et on s'est accroché à Murrayfield. Et on connaît Murrayfield, on y est allé souvent. Et à la 60e, on est mené 16 à 10. Et là, on fait tapis. C'est-à-dire qu'on fait rentrer tous les 8 joueurs. Banco, tapis, les 8 joueurs. Énergie. Le cœur et l'énergie. On s'était construit sur les vertus du rugby, c'est-à-dire l'engagement, la solidarité et le courage. Et au milieu, l'énergie. Et là, on fait un 10-0. Et l'équipe, elle arrache cette victoire. C'est pas, je ne sais pas employer le mot que vous avez employé, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que les joueurs ont fait corps. Et envoyer à ce moment-là la jeune garde d'entrer sur le terrain, c'est pas pareil, attention, c'est différent. Peut-être ça aurait marché, hein. Je ne dis pas que ça n'aurait pas marché. Hein. Comme quand vous dites qu'il aurait fallu changer d'entrée face à l'Irlande et mettre que des jeunes. Je vous explique pourquoi on ne l'a pas fait. Je n'ai pas dit que ça n'aurait pas marché, mais les jeunes nous ont apporté, une partie des jeunes nous ont déjà apporté l'énergie pour terminer le match et le gagner. Et l'arracher, parce que là aussi, il y a une décision qui va durer 5 minutes, une prise de décision qui va donner le sort du match. L'arbitre de terrain dit décision de terrain pas essai. Je vois les images, je ne vois pas de ballon qui touche un but, et donc ça dure 5 minutes pour savoir si le match était gagné ou pas. Ça se discute aussi, mais l'équipe est allée arracher la victoire en Écosse. Donc, après cette victoire-là, on part une semaine pour récupérer. On a une semaine de récupération. Ils ont un programme à faire à la maison, avec 2 entraînements très intenses, mercredi et vendredi. On revient pour préparer l'Italie, et tout le monde pense qu'on a fait le plus dur. Et moi le premier. Mais j'ai un petit indice encore qui m'alerte, c'est-à-dire que les données des entraînements du mercredi et du vendredi qu'ils avaient fait à la maison, elles ne sont pas assez hautes. C'est-à-dire que les joueurs n'ont pas réussi à toucher les objectifs qu'ils avaient à toucher. Ce sont des accélérations, des vitesses. Donc les joueurs, ils ne sont pas
ils ne sont pas physiquement encore comme on les attend. Mais j'en parle pas. J'en parle pas et on prépare l'Italie avec la même équipe. Et vous avez vu le match comme moi, hein, c'est à l'Italie. Jamais on a tenu le ballon à 10 minutes si proche à une décès, mais on marque que 10 points. Et à la première action, au niveau des 50 mètres, on perd Joe Danti, carton rouge dans le vestiaire, on apprend que c'est un carton rouge dans le vestiaire, le match est détruit. Et quand j'annonce aux joueurs dans le vestiaire, bunker, et je leur dis, on est passé du jaune au rouge, et je sens l'énergie de l'équipe qui tombe. Et on s'est accroché. Et on s'est accroché. Et la pénalité, la dernière pénalité avec cette équipe que les Italiens ont tapé pour la gagne, en fait, c'est parce que nous, on veut gagner le match. Parce qu'on continue à jouer dans nos 40 mètres, dans nos 50 mètres, et que les joueurs, ils ne veulent pas le match nul, ils veulent gagner le match. Et il y a cette décision, je vous dis, si vous reprenez l'action, il peut y avoir pénalité pour nous, carton jaune et une dernière balle de match. Mais ça, la pièce elle est tombée de l'autre côté. Et jusque-là, on avance comme ça. Puis après, il y a le match face à l'Italie. Et ensuite, il y a la coupure. Et là, on décide de mélanger les cartes, d'aller chercher de l'énergie. Parce qu'il nous reste 2 matchs. Et qu'on peut encore gagner le tournoi. Évidemment, on ne le dit plus parce qu'on ne peut pas le dire. Mais avec un concours de circonstances très très favorable, on peut encore gagner le tournoi. Donc on se le dit entre nous. Mais on a 15 jours et 2 matchs pour se battre jusqu'à la fin. Et là, on va mélanger les cartes. Et là, on va apporter de l'énergie avec des joueurs qui sont rentrés régulièrement, qui ont touché du doigt les matchs et qui sont, à notre avis, prêts pour nous apporter le supplément d'énergie. Oui, bonjour, Axel May à Europe 1. Vous avez plusieurs fois montré la fameuse flèche du temps. Il y avait cette flèche du temps qui allait jusqu'à la Coupe du Monde en France. Donc maintenant, c'est jusqu'à la Coupe du Monde en Australie. Si on se projette un petit peu, vous avez déjà un peu balisé ce parcours, vous connaissant, j'imagine que oui, enfin vous connaissant un tout petit peu, vous avez sans doute balisé ce parcours, vous savez déjà ce que vous voulez faire cette année, l'année prochaine et l'année suivante? En fait, on a un calendrier qui est bien défini jusqu'à la tournée en Nouvelle-Zélande. Après, il y a une nouvelle compétition qui va naître et on ne la connaît pas. On n'a pas d'éléments particuliers. On imagine qu'il y aura à peu près le même nombre de matchs à jouer, c'est-à-dire tournée d'automne 3 ou 4. Et ça, c'est encore. Et puis tournée d'été, ça sera 3 ou 4, on ne sait pas. On ne sait pas, puis et après, il y aura la Coupe du Monde en Australie. Mais jusqu'à la tournée en Nouvelle-Zélande, le chemin est assez clair. Et puis, par contre, on sait qu'il y a une Coupe du Monde en Australie en 2027. Et juste pour compléter, bon, c'est vrai qu'avec Fabien, on a commencé déjà à se projeter sur ce chemin qui nous mène jusqu'à la Coupe du Monde 2027. Il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a des choses qu'on sait. Fabien a parlé d'augmenter l'expérience collective et notamment de vouloir agrandir ce réservoir pour pallier à toute éventualité sur des blessures ou des joueurs fatigués. Et notamment, c'est pour ça qu'on a créé aussi cette équipe France Développement qui va faire donc ces matchs cet été et qui sera susceptible d'en faire après justement pour permettre à des joueurs d'avoir un peu plus de jeu, d'expérience collective. Donc ça, c'est une décision qui a été mûrie en fonction de cet objectif-là. Et puis après, c'est difficile encore de se projeter sur le chemin parce que là encore, on a des éléments qui nous manquent, notamment le cadre, c'est-à-dire la convention FFR-LNR qu'on a discuté au mois de décembre pour la période jusqu'à la tournée d'été, mais qu'on va rediscuter là en avril pour la suite. Et ça va être un élément important pour savoir comment on va pouvoir travailler avec les joueurs, avec les clubs, pour essayer de se mettre dans les meilleures conditions possibles de préparation pour cette Coupe du Monde. Fabien, il y a quand même eu un gros point négatif pendant ce tournoi de destination, c'est la défense, 14 essais encaissés. Comment vous jugez cette performance de la défense? Est-ce que vous avez changé des choses pendant le tournoi? Est-ce que vous pensez changer des choses? Forcément, la question peut paraître un peu provocatrice, mais est-ce que Sean Edwards va rester, tout simplement? Comment vous jugez tout ça? En fait, la défense a, entre guillemets, a parfois été en difficulté, mais pas tout le temps.
fait, ça ressemble aussi à... La défense, elle ressemble aussi à nos performances offensives. Hein. Moi, la défense nourrit l'attaque et l'attaque nourrit la défense. Quand vous ne concrétisez pas vos temps forts, vous donnez peut-être pas le supplément de confiance et d'énergie qui permet de bien défendre collectivement. Quand vous êtes hyper efficace offensivement, alors comme par hasard, vous êtes hyper efficace défensivement. Quand il y a ce qu'on appelle dans le jeu de transition, attaque, le rugby est un jeu de transition où l'équipe doit se reconstruire en permanence. Toutes les 3 secondes, c'est un jeu très disruptif où toutes les 3 secondes, le schéma que vous avez là n'est plus le bon puisque ceux qui étaient debout sont par terre, ceux qui étaient par terre sont debout, le ballon a changé de zone. Il peut y avoir un combat qui vous est proposé au sol, un combat d'homme à homme ou un combat aérien. Donc en fait, quand on parle d'attaque et de défense, je dirais c'est tout le jeu de transition et pas, je ne montrerai pas du doigt un seul domaine. Mais si je reviens en fait je vais parler de Gaël et d'une action très précise défensivement, c'est on va dire le seul temps fort des Anglais peut-être, ou un des rares temps forts avant la mi-temps, c'est l'essai qui marque. Gaël me dit mais moi je le vois bien, Oli Lorenz se décaler sur la passe. Sauf que il me passe à droite quoi. Il me dit je déclenche trop tard, j'ai pas le réflexe. C'est-à-dire que soyons en pleine possession de nos moyens physiques et psychologiques et vous allez voir que nos performances vont s'améliorer. C'est-à-dire que je le répète, la déficience dans certains secteurs du jeu, elle est multifactorielle. Elle n'est pas liée à une seule personne ou c'est un sport d'équipe. Soyons en capacité de nous préparer. Moi, je pense que si on a potentiellement, je pense qu'aujourd'hui, on n'a rien à envier aux autres nations du rugby mondial, mais vraiment rien. Par contre, on a un gros travail à faire pour aligner la préparation de nos joueurs et pour qu'on puisse matcher à égalité avec les meilleures nations du monde. Et c'est comme ça depuis toujours. Mais aujourd'hui, on doit être en capacité de faire un travail collectif pour pouvoir jouer à armes égales. Ou bien pour jouer avec nos armes. Donc la défense, oui, bien sûr. Mais quand, si je vous donne 2 données simples, je sais que c'est très simple. Le premier match contre l'Irlande, on a plus de 40% de marche et on se déplace environ à 112 mètres par minute, en moyenne. Le 4e match au Pays de Galles, donc après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaines de préparation, puisque c'est le dimanche, on a 30% de marche, voire moins, donc 25% de gain en déplacement collectif, et on se déplace à 117 mètres par minute. Donc on a gagné plus de 10 mètres par minute par joueur. Et on n'est plus la même équipe. On n'est plus la même équipe. On a toujours des points d'amélioration, on est bien d'accord. On vit cette compétition toujours sous tension parce que ce qui est formidable dans le tournoi Destination, c'est que en fait c'est une compétition où en 5 actes, on va dire, où chaque acte pèse sur l'équipe, influe sur l'équipe, sur l'état d'esprit, sur l'état physique. C'est une sorte de 400 mètres, on va dire un 500 mètres, ça n'existe pas, un 500 mètres, où il faut sprinter dès le début, accélérer dans les virages et continuer à sprinter jusqu'à la fin, malgré les obstacles que l'on rencontre. Et c'est vrai que c'est une compétition qui est très difficile. Moi j'ai conclu en disant nous avons vécu un tournoi d'enfer, et je le maintiens, mais dans le mot d'enfer, il y a tout qui va bien. Dernière question. Il faut boucler la boucle, alors savoir si le tournoi, puisque c'est la dernière, finalement ça va bien. Et une dernière chose, Fabien, quand tu as repris cette équipe, tu as dit on veut gagner des matchs, gagner des titres, redevenir une nation forte mondiale. Tu as gagné un tournoi en 5 éditions et il s'est passé ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Alors c'est multifactoriel aussi, tu nous l'as dit. C'est pas binaire comme ça, mais est-ce que personnellement il t'en manque dans ton bilan à toi et quand vous êtes certainement très ambitieux? Voilà.
C'est vrai, hein, nous sommes très exigeants et très ambitieux. En fait, quand j'ai pris l'équipe avec le staff, on a pris le curseur, on l'a mis là. Et à des moments, tu dis, waouh, je suis peut-être trop ambitieux, je mets le curseur trop haut. Sachant que dans les 12 compétitions précédentes, je répète bien, c'est-à-dire les 12 compétitions précédentes à 2020, c'est-à-dire de 2012 à 2019. Vous savez combien de fois l'équipe de France a gagné le tournoi? Dans les 12 compétitions, c'est-à-dire les 3 mandats précédents, combien de fois l'équipe de France a gagné le tournoi? Hein? Ouais. Bon, alors je remonte de 2008 à 2019. Une fois, elle a fait le Grand Chelem en 2010. Vous savez combien de fois elle a fait seconde? Non, mais c'est intéressant parce que ça permet de dézoomer. Comme tu me proposes de dézoomer, je dézoome. 2011, elle fait seconde. Vous savez combien de fois elle a fait troisième? Bah, une fois en 2017. Et après, elle apparaît plus sur le podium. Donc, elle apparaît sur ces 12 années de mandat. Elle apparaît 3 fois sur le podium, une fois Grand Chelem, une fois second, une fois troisième. Nous apparaissons une fois premier ex-aequo. On peut le regretter, hein, sur le premier mandat, premier ex-aequo, mais second. Nous, on a écrit premier ex-aequo ici. Ensuite, on apparaît 3 fois second et une fois champion, avec un Grand Chelem. Gagner des matchs. Donc on a 20% de défaites, 77% de victoires et 3% de matchs nuls. Gagner des titres, on en a un. Et effectivement, on aimerait se payer plus. Je suis d'accord avec vous. Et partager avec notre public. Partager avec notre formidable public, avec nos supporters, nos formidables supporters qui ont répondu présent encore une fois de plus. Les remercier pour... Ça me permet de les remercier parce que à Lyon, ils ne voulaient pas quitter le stade. C'est-à-dire que 30 minutes après le coup de sifflet final, tout le monde était encore dans le stade à communier. Donc on a envie de se payer plus pour partager avec eux, avec nos supporters, avec nos éducateurs, avec notre institution ici présente, avec tous nos clubs, avec le staff qui a été formidable. Avec les joueurs, on a envie de se payer plus, c'est clair. On a vraiment envie de gagner des titres, oui. J'ai mis la barre très haut. Et à des moments, j'ai dit, calme un peu. Baisse un peu le curseur, puis après, on ne peut plus, quoi. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est parti à ce rythme-là, on déçoit. C'est-à-dire que quand on met la barre très haut, quand on promet et qu'on tient en plus, on ne comprend pas qu'on n'y arrive pas, quoi. Et je comprends ceux qui ne comprennent pas qu'on n'y arrive pas. Mais nous, on est très exigeants et on est très ambitieux. Le chemin est fantastique. Ce tournoi, il est fantastique parce qu'on a commencé par une nuit tragique, on finit par une nuit magique. Et en fait, on le vit, on le partage, on ne peut rien cacher. Et on reste toujours très ambitieux. Et on se dit qu'à un moment, ça va tourner. On croit savoir comment on peut encore améliorer les choses. On croit penser qu'on peut finalement maintenir le curseur à ce niveau-là. Bon, il faut assumer derrière, quoi. Il faut assumer derrière. Mais quand on dézoome ou quand on rezoome, évidemment, on se dit, mais ok, gagner des matchs, 80% de victoire sur 5 ans, c'est bien, super. Redevenir nation majeure du rugby mondial, je crois qu'on peut dire ça aussi. Et des titres, quand on rentre en Marcoussis, la vitrine, il la manque, quoi. Je suis d'accord avec vous, nous on n'a qu'une envie, c'est remplir la vitrine. Hein. Et on se bat pour ça. On se bat pour ça. En tout cas, je voudrais quand même une fois de plus remercier tout le public et nos supporters qui ont été fantastiques parce que je pense qu'ils ont souffert autant qu'on a souffert depuis un certain temps. Mais je voudrais leur dire que c'est que du bonheur. Hein. C'est toujours que du bonheur. Merci.